10 000 ans avant l'Exode, les dragons avaient détruit la majeure partie de la Tyrie avant de s'endormir. Il était même possible de voir 2 de ces dragons pendant leur hibernation. Kralkatorrik est à moitié enfoui dans les terres au nord-est des cimes froides, son dos émergeant du sol tel une colline. Primordus s'est réfugié dans les profondeurs de la Tyrie et son corps endormi sera assimilé à une immense statue. Les autres dragons furent un peu mieux cachés. Zaitan gît sous la péninsule d'Or, Mordremoth sous la jungle de Maguma, Jormag loin au nord dans les cimes froides, et enfin le dragon des abysses dans un lieu inconnu, mais probablement dans l'océan infini ou même autour de Khanta. La Tyrie était en pleine reconstruction. Les races survivantes reprirent le cours de leur existence, et de nouvelles races apparurent au cours des millénaires qui suivirent ces événements. Bienvenue dans ce nouveau chapitre de l'histoire de la Tyrie. L'apparition des différents peuples en Tyrie est difficile à dater. Parmi les peuples existants naquirent des légendes donnant des indices sur les origines de ces nouvelles races. C'est le cas par exemple de récits du peuple Khodan, ces ours polaires bipèdes, qui étaient déjà présents lors du dernier éveil des dragons ancestraux et qui ont survécu à cette guerre. Les Khodan vénèrent un dieu nommé Khoda, et se sont regroupés dans différents sanctuaires dans le nord des cimes froides. Des légendes de ce peuple font état d'une tempête qui sévit pendant plusieurs saisons, et la voix de Khoda leur intima de rester confinés dans leur sanctuaire. Mais un groupe de Khodan entreprit de partir chasser vers le sud, et plus personne ne les revit. Il est probable que ces Khodan soient les ancêtres des Norns, un peuple de géants métamorphes, qui auront un rôle important beaucoup plus tard dans l'histoire de la Tyrie. On peut aussi supposer que les Chars, de grands félins humanoïdes, firent leur apparition dans la chaîne de la Strie flamboyante. Ils étaient alors éparpillés en bandes sauvages et combattaient dans des guerres de clans internes pour des prises de territoire. Un peu avant 786, avant l'Exode, un événement majeur marquera le visage de la Tyrie à tout jamais. Un événement qui débuta dans un autre monde. Les brumes. Qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un monde différent. Plus qu'un monde, c'est le carrefour de plusieurs mondes et réalités alternatives. On dit même qu'il s'agit du lieu le plus ancien de l'existence et la source même du multivers. Pour schématiser, il existe plusieurs mondes et tous sont reliés aux brumes, dont la Tyrie. Dans les brumes vivaient 6 êtres à la puissance incommensurable, soi-disant capables de rivaliser avec les dragons ancestraux. 6 êtres considérés comme des dieux par leurs fidèles. Ces 6 dieux vinrent des brumes vers la Tyrie, accompagnés par un peuple qui les vénérait, les humains. Cette arrivée marque donc les débuts de la race humaine en Tyrie, et très probablement la première race extérieure à ce monde à fouler ces terres. Une race qui va marquer au fer rouge son empreinte dans ce monde. Les dieux arrivèrent sur la péninsule d'Or, dans un lieu empreint de magie, les eaux artésiennes, aussi appelées la source d'or. Dwaina foula la première les terres de Tyrie. Déesse du soin, de l'air et de la vie, elle est présentée comme le leader des 6 dieux et est dépeinte comme une jeune et grande femme aux magnifiques ailes blanches. Ses fidèles vouent son attachement aux faibles et aux nécessiteux, ainsi qu'à ceux qui viennent en aide à leurs prochains sans demander de récompense en retour. Elle amena avec elle le peuple des humains, accompagné d'une promesse, celle de leur donner une terre de paix, un paradis. On peut supposer que le monde d'origine des humains, qui est encore inconnu à ce jour, n'était pas si joyeux que ça, pour que ces dieux les aident à migrer vers une nouvelle terre d'accueil. Mais des éventuelles menaces que ce peuple ait dû endurer, aucune trace n'existe. Puis vint Balthazar, dieu de la guerre, du feu et du défi,
tenant dans ses mains la tête coupée de son père et accompagné de ses deux molosses, Témar et Tégon. Vous l'aurez compris, un joyeux personnage. Balthazar représente les valeurs d'honneur, de valeur, et est souvent associé à ses molosses ou aux loups. Il est dépeint comme un dieu guerrier et violent, en témoigne sa volonté quasi immédiate de conquérir les terres de la Tyrie, clamant haut et fort qu'elles seraient celles de l'humanité. Son arrivée fut d'ailleurs pour le moins fracassante, étant donné qu'il nettoya Or dans un jet de flamme. Puis vint la plus ancienne et la plus sage des six, Mélandrou, déesse de la nature, de la terre et de la croissance. Cette dernière est représentée comme une femme avec la partie inférieure du corps faite de racines, dont la magie pouvait faire pousser des arbres et des plantes au moindre toucher, et faire couler de l'eau à partir des endroits les plus arides. Comme vous pouvez vous en douter, elle accorde une grande importance au respect de la nature et à sa préservation. Au contraire de Balthazar, elle exhorta à la paix vis-à-vis des peuples natifs de Tyrie. Et pour contraster davantage avec le dieu de la guerre, elle fit d'Or un espace verdoyant et fleuri. Ce fut au tour de Lyssa d'arriver. La déesse de la beauté et de l'illusion, représentée comme une seule entité, serait en réalité une combinaison de deux jumelles, Ilia et Lys. Elle est pourtant nommée comme une seule femme, et pour tous ses fidèles, une femme à la beauté saisissante. Parmi les six, elle est celle qui passait le plus de temps auprès des humains, parfois déguisée pour se fondre discrètement parmi eux, parfois ouvertement, leur apportant espoir, joie, et leur faisant oublier les malheurs du passé sur leur monde d'origine. Ce qui prouve quand même qu'il fut quelque chose de pas très très bon. Le cinquième dieu est Abaddon, dieu de l'eau et des secrets. Abaddon est dépeint comme quelqu'un de calme, au regard pénétrant, et aux ailes aussi bleues que l'océan. On sait peu de choses sur Abaddon au moment de son arrivée en Tyrie, hormis qu'il aurait acquis son statut divin en vainquant et en remplaçant un ancien dieu. Le sixième et dernier dieu est Doom, dieu des ténèbres, de la glace et de la mort. Il se caractérise comme la représentation de la mort elle-même et s'avère être un dieu assez cruel envers les humains. Ce dernier consumait les âmes des morts, empêchant tout repos après la mort, et traquant tous ceux qui lui échappaient. Un gars charmant donc. Bien qu'arrivés à Or, les dieux décidèrent qu'il ne s'agirait pas de la première colonie humaine. Trop proche des peuples natifs de Tyrie? Une terre trop peu fertile? La raison nous est inconnue. Ils décidèrent de descendre bien plus loin dans le sud, traversant l'océan infini, et déposèrent les humains au nord de Khanta. Nous sommes en 786 avant l'Exode, et les humains commencèrent leur nouvelle vie en Tyrie. Au départ, les dieux accompagnèrent les humains dans leurs premiers jours d'installation sur le continent de Khanta, afin de s'assurer que leur peuple se développe et prospère. On peut noter que les humains croisèrent la route d'oubliés sur ce continent. Les oubliés, je vous le rappelle, s'étaient dispersés dans toute la Tyrie pour aider toutes les races à se relever après la guerre contre les dragons ancestraux. L'humanité n'eut donc rien à craindre des hommes serpents, ces derniers étant de nature pacifique. Le développement des humains progressait, petit à petit, principalement sur la côte nord du continent, ainsi que sur l'île de Qingji. D'autres tribus humaines firent leur apparition pendant cette période d'installation. Les Luxons, nomades et guerriers, et les Kurziks, religieux fanatiques vénérant les six dieux humains. On en sait peu sur leurs origines. Il est dit qu'ils émergèrent après l'arrivée des premiers humains. Ces peuples gardèrent une identité propre et restèrent à l'écart du reste de la population humaine de Khanta, préférant développer leur propre culture et migrant un peu plus au sud. Le premier pas vers une civilisation florissante fut plus tard franchi. Les tribus khantiennes se réunirent et fondèrent un empire sous la coupe d'un homme, Keng. On peut supposer qu'il ait été aidé par les dieux, ou bien que la peur envers les clans Luxons et Kurziks ait poussé les Khantiens à constituer une nation plus puissante. Ce jour marquera l'an 0 d'un nouveau calendrier khantien.
Si l'on se réfère au calendrier mouvélien, nous sommes alors en 510 avant l'Exode, et nous allons d'ailleurs rester sur ce calendrier, histoire de ne pas s'embrouiller davantage. Ce nouvel empire sera aussi l'occasion de démarrer les âges kantiens, nommés par les astrologues selon les plus importantes constellations. Voici donc venu le début de l'âge du singe, animal vénéré pour son intelligence, sa force et sa noblesse, et les débuts de l'empire du dragon. Avec sa prise de pouvoir, Kang se renomma Keineng-Ta, premier seigneur empereur dragon. Là, on peut pas faire plus classe. Bon, je n'ai pas d'illustration de Keineng-Ta, donc on va faire travailler un peu notre imagination. On va prendre une image d'un empereur plus récent, imaginez que c'est Keineng. Voilà. La construction d'un palais fut mise en œuvre dans le but de montrer au peuple la puissance et la magnificence du nouvel empereur. Le premier palais de Raizu ne sera néanmoins pas terminé du vivant de Keineng-Ta. Les Luxons et les Kurzik, désorganisés et beaucoup moins puissants que les Kantiens unifiés, ne se joignirent pas à l'Empire, mais un pacte de paix fut signé, faisant place à une cohabitation paisible entre les peuples humains. Le règne du premier empereur dura 46 ans. En 464 avant l'Exode, celui-ci meurt d'une chute de cheval durant une session de chasse. Cette mort parut suspecte pour beaucoup de Kantiens, des éléments semblant montrer qu'il s'agit plus d'un assassinat que d'un accident. Mais la succession devait procéder. Keineng-Ta avait presque 200 enfants, ce qui est quand même assez impressionnant. Et c'est l'aîné de ses fils, Yanzhou, qui prit le pouvoir. Le règne de Yanzhou fut plus rude que celui de son père. Il voyait d'un mauvais œil ses tribus Luxon et Kurzik qui étaient en marge de l'Empire. Une campagne sanglante fut effectuée sur les territoires luxons, et plusieurs centaines d'anciens luxons furent exécutés en public. Devant le génocide qui s'annonçait, les Luxons se réunirent et fondèrent la nation indépendante luxonne en 462 avant l'Exode. Les Kurzik, voyant leurs rivaux luxons solidifier leur position et étant dans une situation périlleuse face à l'Empire, imitèrent leurs voisins en se déclarant nation indépendante Kurzik 3 ans plus tard, en 459 avant l'Exode. Yanzhou tenta tant bien que mal de déloger Luxon comme Kurzik de leur territoire, mais depuis leur unification ce fut en vain. Finalement, tout comme son père avant lui, il signa un traité de paix avec les deux clans, qui devinrent des états vassaux de l'Empire. La menace de l'Empire écartée, Kurzik et Luxon se tournèrent l'un contre l'autre, dans une espèce de rivalité ancestrale, et dont les frontières furent marquées par de nombreuses échauffourées sanglantes. Une rivalité qui allait durer plus d'un millénaire. Ainsi, plusieurs siècles après leur arrivée, les humains avaient réussi à s'adapter au monde de la Tyrie, plus particulièrement à Kanta, et devinrent un peuple organisé et puissant. Mais ils n'allaient pas en rester là. En 205 avant l'Exode, alors que Kanta voit débuter le second âge de son histoire, l'âge du Faucon, l'expansion humaine s'amorça loin au nord, sur le continent tyrien. Et elle n'allait pas s'arrêter là. Merci beaucoup à tous ceux qui ont visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à me faire part de toute remarque sur les points à améliorer. Pour la 3e session d'histoire, spoiler, nous allons rester un peu avec les humains. Il y a encore beaucoup de choses à raconter, on va en bouffer de l'humanité. Enfin, pas au sens propre bien entendu, on laisse ça au char. Portez-vous bien, à bientôt, salut.